Salutations compagnons et compagnonnettes. Aujourd'hui, la suite de la vidéo sur Mers-el-Kébir, le drame de la Marine nationale française. Nous sommes le 3 juillet 1940. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, l'escadre H de l'amiral Sommerville se trouve devant la rade, prête à bombarder les navires de la Marine nationale française. Les Anglais ont envoyé 2 émissaires, les capitaines de vaisseaux Holland et Davis. Donc l'escadre H de l'amiral Sommerville est au large de la rade de Mers-el-Kébir où se trouvent les navires de la marine française. Il a néanmoins envoyé 2 émissaires, les capitaines de vaisseaux Davis et Holland, sur le Dunkerque pour rencontrer l'amiral Jean Soule. Mais malheureusement, les Français ne peuvent accepter les conditions humiliantes des Anglais. C'est contre leur honneur de soldats et leur honneur de marins. Ils sont de plus liés à la convention d'armistice signée avec le Troisième Reich. Alors, Davis et Holland quittent le Dunkerque. Ils savent ce qui va arriver aux marins qui les entourent. Mais les marins français rendent les honneurs et présentent les armes aux 2 Anglais. Ils se quittent en soldats et en gentlemen. À 16h56, l'amiral Sommerville ordonne l'ordre à ses canonniers de tirer sur les navires français. Aussitôt, dans les chambres de tir, dans les tourelles du HMS Hood avec ses 380 mm, sur le HMS Nelson avec ses tourelles de 406 mm, on entend les « Fire ! Fire !» Les coups commencent à pleuvoir sur la rade. Les obus se rapprochent de plus en plus des cuirassés français. Dans la rade, c'est la panique. Chaque commandant essaie d'extraire son navire de cet enfer. Les bateaux démarrent, ils arrachent leurs chaînes et leurs amarres. Malheureusement, les salves se rapprochent de plus en plus. Les destructions commencent à opérer. Alors, le cuirassé Bretagne est touché de plein fouet par des salves d'obus de 380 mm. Sa coque est déchirée. Il va chavirer. Il va se retourner et emmener dans la mort 900 matelots et officiers de marine sur 1300. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo, ce drame est comparable à celui de l'Arizona lors de l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Un seul bateau va réussir à quitter la rade. C'est le cuirassé Strasbourg. Son commandant a beaucoup de chance et beaucoup d'expertise. Il va réussir à se faufiler parmi les navires en feu, sortir de la rade. Il passe devant l'escadre H et il va être poursuivi par les navires. Ils vont tout lui envoyer. Le cuirassé Strasbourg échappe à ses poursuivants. Il sera accueilli en héros dans la rade de Toulon le lendemain 4 juillet 1940. Alors, dans la rade de Mers-el-Kébir, les destructions continuent. Le Dunkerque est touché, néanmoins pas trop. Son commandant se réjouit, il a sauvé son cuirassé. Malheureusement, espoir vain. Le 5 juillet, les Anglais n'en ont pas fini avec les Français. Des ferrés Swordfish, des bombardiers torpilleurs vont décoller du porte-avions Ark Royal et vont balancer des torpilles sur le cuirassé. Celui-ci va être endommagé, une gigantesque voie d'eau va s'ouvrir dans ses compartiments et 25 000 tonnes d'eau de mer vont y pénétrer. Le Dunkerque ne sera renfloué et repartira de la rade de Mers-el-Kébir le 20 février 1942 pour être sabordé en novembre 1942 sous les ordres de l'amiral Darlan. Et ailleurs, que se passe-t-il? Alexandrie. À Alexandrie, les choses n'ont pas été si terribles. Forcément, les navires de la force X sont entourés par leurs homologues anglais. Aussitôt, pour éviter toute effusion de sang, l'amiral Cunningham de la flotte britannique propose un gentleman agreement, un accord, avec l'amiral Godefroy de l'escadre française. Les marins restent prisonniers, mais néanmoins ils sont saufs. Et à Dakar, il y a le Richelieu, le fleuron de la marine française. Un splendide cuirassé moderne avec 8 canons de 356 mm. Pendant la nuit, le 7 juillet 1940, des plongeurs anglais vont fixer des mines magnétiques sous la coque du navire, mais ils ne réussiront pas à les faire détonner.
Alors le lendemain, des Fairey Swordfish, toujours les mêmes, vont décoller du HMS Hermès, le porte-avions, dirigé par l'amiral Henslow, et vont lancer une torpille qui va percuter le navire et faire détonner les mines magnétiques. L'explosion est terrible. Le Richelieu s'échoue. Il ne reprendra la mer qu'en 1941 pour enfin se battre avec les Alliés. À savoir que au large de Dakar se trouve le croiseur lourd HMS Dorsetshire. Ses ordres sont très simples. L'amirauté anglaise lui a ordonné l'ordre de suivre le Richelieu à la trace s'il n'était pas échoué dans le port, de le couler à la torpille ou au canon s'il se dirigeait vers les Antilles, et si cela n'était pas possible, de l'éperonner, comme pendant les bons moments de la vieille marine à voile. Alors évidemment, quand on voit les ordres qui avaient été donnés pour couler le Richelieu, on se dit que la troisième proposition de l'amiral Somerville, que la flotte française aille se réfugier aux Antilles, n'était qu'une espèce d'hypocrisie. Alors, pourquoi les Anglais, nos alliés, ont-ils bombardé les vaisseaux français à Mers el-Kébir? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais d'abord, laissons la parole aux Anglais. Le Lord de l'Amirauté, autrement dit le ministre de la Marine, Lord Dudley Pound, dira, lorsqu'il a confié la mission de détruire la flotte de Mers el-Kébir à l'amiral Somerville, je lui ai donné la mission la plus odieuse qui soit. Winston Churchill, dans ses mémoires, dira « C'était la décision la plus odieuse, la plus inhumaine et la plus pénible que j'ai jamais eu à prendre. » Mais alors, pourquoi? La première raison, c'est que l'Angleterre a besoin d'une victoire. Après sa fuite devant les Panzers en Belgique et l'opération Dynamo, qui a vu toute son armée passer la Manche, il lui faut une victoire. Cette victoire, elle ne peut l'obtenir sur l'Allemagne. Alors elle va le faire sur la France. Cela pour regonfler le moral de la population anglaise et de l'armée anglaise. D'ailleurs, quand Winston Churchill va apparaître à la Chambre des communes, il aura une ovation debout. Deuxième raison, la flotte anglaise est la meilleure du monde et la première avec la flotte américaine. La troisième est la flotte japonaise. La quatrième, la flotte française. La cinquième, la flotte italienne. Et la sixième, la Kriegsmarine du Troisième Reich. Si la flotte française est absorbée par la marine allemande, qui a son alliée italienne, les trois flottes pèsent plus lourd que la Home Fleet, c'est-à-dire la flotte britannique. Cela, les Anglais ne peuvent l'accepter, car la marine anglaise est le seul rempart de l'Angleterre contre le Troisième Reich. Donc il leur fallait absolument détruire les navires français. Enfin, une autre raison, peut-être un peu moins glorieuse, c'est qu'en éliminant la flotte française à Mers el-Kébir, les Anglais ont éliminé un vieil ennemi de longue date. Souvenez-vous de la guerre de 100 ans, souvenez-vous d'Azincourt, souvenez-vous de la bataille de Trafalgar, où l'amiral Nelson a écrasé la marine française. Or, à Mers el-Kébir se trouvent les bateaux les plus modernes et les plus efficaces de la marine française. Enfin, pour terminer, je dirais que cette opération peu glorieuse a coûté 1300 morts et plus de 600 blessés à la France. Mais néanmoins, l'amiral Darlan, qui avait donné sa parole de marin, d'homme et de soldat aux Anglais que jamais la flotte française ne serait livrée à l'Allemagne, a tenu parole. Le 22 novembre 1942, lorsque la Wehrmacht envahit la zone libre, après l'invasion par les Anglo-Américains du Maghreb, l'amiral Darlan donne l'ordre à ses marins de s'aborder la flotte à Toulon. Mais cela sera le sujet d'un prochain épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous vous abonnez, vous likez et vous partagez si vous avez aimé. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.